Bienvenue à toutes et à tous. C'est très chouette de vous avoir aujourd'hui pour cette présentation. Et donc, avant de donner la parole à Fanny qui va donc nous faire déambuler dans cette pièce, je vous rappelle donc la publication qui est déjà disponible sous format papier, que vous pouvez emporter en quittant ici ce petit séminaire. Et donc, voilà, l'Observatoire a réalisé cette étude à la demande de l'Administration générale de la culture et donc Service patrimoine pour pouvoir s'intéresser justement à cette évaluation du décret. Et nous avons donc par marché public lancé cette étude et attribué le marché donc à Fanny qui a travaillé avec le Grésac. Donc Fanny Polysyllabe ULB, la plupart d'entre vous la connaissent puisque nous sommes ravis évidemment d'accueillir ici aussi plein de musées. Voilà, je voudrais tous vous remercier d'avoir participé aux différents ateliers avec effectivement une manière de fonctionner qui est un peu différente puisque cette évaluation participative vous a fait rejouer au Lego, voilà, faire des dessins, etc. Et donc ça vous a amené effectivement à ce chouette rapport et tous ces éléments qui ont pu être mis en évidence et les difficultés soulevées, les obstacles, les leviers, etc. dont Fanny va nous évidemment faire une petite synthèse aujourd'hui. Donc je ne veux pas être plus longue. Voilà, merci beaucoup à tous d'être présents, à toutes et tous. Et je te cède la parole, Fanny, qui est déjà équipée, donc qui peut y aller. Magnifique. Moi qui ai une passion pour les micros, ça me fait un plaisir fou. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Est-ce que vous avez vu ceci? Ceux qui ne l'ont pas, vous pouvez vous le passer. En fait, c'est le plan de l'exposition. Alors, vous avez peut-être trouvé ça étrange, mais à la fin du processus d'évaluation, je me suis rendu compte que j'avais dans mon bureau comme un trésor. Et le trésor, c'est l'expérience qu'on a vécue ensemble. Et donc, plutôt que de faire une évaluation avec des slides, une présentation avec des slides, je me suis dit, autant essayer de mettre en œuvre l'incroyable collection que j'ai en ma possession. Et la collection que j'ai en ma possession, c'est les extraits des différents ateliers auxquels nombreux d'entre vous ont participé. Donc, comme une visite d'expo classique, je vais vous inviter à parcourir le parcours de l'exposition, mais vous avez aussi le droit et l'opportunité de me poser des questions et d'intervenir en cours de visite, parce que quand on est dans un musée, on est dans un processus interactif, et donc ça va de soi qu'on garde la même dynamique. Donc, l'objectif de l'évaluation, je pense que vous l'avez compris pour ceux qui ont participé. Vous pouvez vous déplacer aussi si vous voulez par ici. J'ai viré toutes les chaises, mais vous pouvez évidemment en remettre si vous le souhaitez. Si vous préférez ne pas vous déplacer, c'est aussi votre bon droit. Alors, les objectifs de l'évaluation qui nous a été confiés par l'OPC en décembre 2024 sont là, c'est-à-dire qu'on devait grosso modo comprendre l'ensemble des dispositifs de mise en œuvre du décret. C'est-à-dire le fonctionnement des pôles muséaux, c'est-à-dire le regroupement en une catégorie en une reconnaissance de différents musées, le rôle des opérateurs d'appui, comme tout le monde ici est assez au fait. Bonjour, entrez. Comme tout le monde est assez au fait du décret, je ne vais pas revenir en détail sur les différents opérateurs parce que je pense que vous êtes tous et toutes bien au courant de ce que c'est un opérateur d'appui, comme Brussels Museum, Musées et Sociétés en Wallonie, la Société archéologique de Namur ou les Amis des musées Tatata. Ça fait partie de l'ensemble des opérateurs d'appui qui composent le secteur. On devait aussi intégrer dans cette évaluation l'articulation des fonctions muséales, la manière dont les nouvelles technologies sont intégrées au sein des différents musées, le développement des plans de communication, la pertinence et les effets des politiques tarifaires adaptées, la collaboration et la mutualisation entre les musées, les effets de la gratuité scolaire et de la gratuité le premier dimanche du mois, et last but not least, l'adéquation de tout ça avec la nouvelle définition de l'ICOM votée en 2022. Alors pour ouvrir un chantier aussi vaste, parce que vous vous rendez bien compte que le chantier ne peut pas non seulement se faire seul, mais en plus est assez important, on a travaillé avec une méthode particulière. Je pense que la plupart des gens dans la salle sont au courant de cette méthode, tout simplement parce que la plupart des visages me sont connus, c'est-à-dire que vous êtes
vous avez partagé un petit bout de ce parcours d'évaluation avec moi. Il a commencé en décembre 2024 par ce qu'on appelle une phase exploratoire, c'est-à-dire des entretiens avec des membres du secteur, de l'administration et des opérateurs d'appui. Ensuite, par la lecture d'une série de documents, donc évidemment le décret en tant que tel, ses arrêtés et toute une série de documents qui m'ont été transmis par l'administration ou que j'ai pu trouver sur le site des opérateurs d'appui. Tout ça m'a permis de pouvoir identifier 4 axes de travail principaux sur lesquels allait se fonder l'évaluation. Alors il y a tout un détail de comment on est arrivé de cette étape exploratoire aux 4 axes de travail dans la version écrite. Grosso modo, on a regardé comment fonctionnait le système de gouvernance des musées et on a regardé les points où il y avait, entre guillemets, le plus de friction, où on sentait qu'il y avait une piste d'amélioration ou en tout cas une piste de discussion qui était possible. Et donc à ce moment-là, on est entré dans la seconde phase, et c'est là que la plupart d'entre vous, c'est là qu'on s'est rencontrés. C'est la deuxième phase, c'était les ateliers collaboratifs. Donc on a sillonné littéralement la Fédération Wallonie-Bruxelles, en partant de Lassagne à Namur, puis en allant à la Maison de la Science à Liège, et puis en repartant à Charleroi sur le campus de l'ULB, et on a fini ici, à U-Square, dans cette même salle, ce petit parcours d'ateliers itératifs. Donc l'idée des ateliers, c'est de travailler avec probablement ce qu'une politique publique, à mon sens en tout cas, a de plus précieux, c'est-à-dire les données d'expérience de son secteur. Les données d'expérience, c'est la manière dont le secteur vit, pratique, au quotidien un décret ou un dispositif et finalement fonde fondamentalement la politique publique. Donc travailler avec des outils d'intelligence collective, ça permet quoi? Ça permet d'aller au cœur des pratiques du secteur, de les mettre en interaction et de pouvoir discuter directement avec tout un panel de membres du secteur des 4 thématiques qu'on a identifiées, et je me rends compte que je ne vous ai pas dit les thématiques. La première thématique sur laquelle on a travaillé pendant les ateliers, c'est la vision et les objectifs du décret. La deuxième thématique, et je vais y revenir en détail après, c'est tout ce qui est processus de mutualisation et synergie au sein du secteur. La troisième, c'est la simplification administrative et le processus d'accompagnement de l'administration. Il n'y avait pas 3 axes, il n'y en avait pas 4, il y en avait 3. Bref, tout ça pour dire qu'au travers de ces ateliers, c'est ces différentes dimensions qu'on a travaillées ensemble avec des outils de design thinking, et donc les personnes dans la pièce pourront témoigner qu'ils ont fait des collages à Namur avec des mood boards pour exprimer leur vision du décret. Il y en a qui ont dessiné leur décret, il y en a qui ont fait en plasticine des processus de simplification administrative et de charge administrative avec de la plasticine et des petits drapeaux pour montrer, je vous les montrerai après, la charge administrative que pouvait être un décret sur 5 ans. Et finalement, ceux qui étaient présents à Charleroi ont travaillé avec la méthode Lego Serious Play, qui n'est loin d'être ludique, est en fait une méthode qui permet de conceptualiser des schémas très complexes, et donc le Lego aussi comme outil pour mobiliser ses savoirs d'expérience. Vous allez voir que sur les différents panneaux, il y a entre guillemets des données brutes venant de ma collection, c'est-à-dire vos expériences qui sont reprises sur les différents panneaux. Alors maintenant que je vous ai... Est-ce que vous avez des questions liées à la méthode ou liées à la manière dont on a travaillé? Je tiens à préciser un truc très important qui ne peut pas se voir à l'œil nu quand on voit ça, c'est que les ateliers sont passés de manière très conviviale et assez joyeuse. L'idée de travailler avec ces outils-là, c'est aussi de pouvoir sortir de ces schémas habituels, tant pour moi que pour les participants, de façon à avoir un moment d'échange qui ne soit pas d'une lourdeur absolue et où en fait qui permet de créer une forme de joie dans un processus d'évaluation, ce qui permet de penser autrement sa pratique. Et le fait de travailler avec ses mains et de penser en faisant un mood board ou en faisant du Lego Serious Play, ça permet de penser autrement le décret. Et donc je ne peux que remercier infiniment toutes les personnes qui sont dans la salle et qui ont participé à un ou à tous les ateliers, parce que c'est vous qui fondez fondamentalement la richesse de cette évaluation. Et n'hésitez pas à me dire si je vous ai trahi et si quelque part ce que je raconte n'est pas du tout ce que vous m'avez raconté. Ce serait pour moi la pire des offenses à vous faire, donc n'hésitez pas à me le dire. Donc, des éléments de diagnostic, et puis boum, on basculera de l'autre côté pour des éléments plutôt liés à aux solutions qu'on a discutées ensemble.
Alors, les éléments de diagnostic, c'est tout d'abord que le décret n'a pas de vision à long terme. Qu'est-ce que j'entends par vision? Une vision, c'est un objectif probablement non atteignable, mais qui va porter tout le secteur dans ces prochaines années, ou dans un objectif très stratégique et très long terme. Contrairement à d'autres décrets de type lecture publique ou centre culturel, il n'y a pas cette vision-là, mais ce n'est pas nécessairement vécu de manière négative par les membres du secteur. Donc ce qu'on a discuté, en fait, le manque de vision, c'est aussi le fait d'avoir des objectifs qui conduisent à plus de flexibilité. Chacun choisit ses objectifs. D'accord ? Ça se voit d'ailleurs dans les panneaux que vous pouvez retrouver ici. Ça définit ce qui est un musée et ce qui ne l'est pas. Ça a été discuté aussi. Ça permet d'être un rempart, enfin le décret permet d'être un rempart contre des gens qui veulent vous faire des mariages à l'intérieur de vos musées, sans vouloir exagérer, ou qui veulent vous faire des animations ou des choses qui ne correspondent pas au fondement des musées. Donc le décret, comme il est là, et même en absence d'une vision, est un rempart à toute une série de choses et permet de pouvoir mettre des limites à ce qui constitue l'activité muséale et ce qui ne la constitue pas. Ensuite, le décret valorise la diversité du secteur et de ses publics, parce qu'en étant large, ça permet d'avoir cette manière assez large de voir le secteur et à des musées de sciences comme à des musées d'art, comme à toute autre forme de musée, de pouvoir s'intégrer dans le décret de manière assez large. Et finalement, il professionnalise toute une série de métiers. Mais par contre, le fait de ne pas avoir de vision large, ça empêche de décliner différents critères de reconnaissance, de différents objectifs. Et du coup, il y a une confusion parfois entre les critères de reconnaissance des musées et les objectifs. Donc, il y a de la part de certains musées l'impression d'une oppression constante à avoir l'obligation de courir après tous les objectifs à la fois et de ne pas se sentir serein par rapport à la suite de son activité, étant donné qu'il y a ce cycle tous les 5 ans qui arrive. Et donc, ce que j'ai entendu dans les ateliers, c'est par exemple l'impression d'être un couteau suisse, de devoir faire tout en même temps, de devoir gérer des plans de communication, l'intégration des nouvelles technologies, tout en ayant une politique de nouvelles acquisitions, etc. Et donc l'impression de devoir tout faire en même temps et un sentiment chez les plus petites structures d'épuisement face à l'ampleur de la tâche. Le fait que le décret agit plutôt comme un bâton que comme une carotte et qu'il n'est pas nécessairement porteur de changement, surtout que les objectifs du décret sont XXL, là où les moyens financiers alloués au musée sont XS. Et que le décret, finalement, oui, j'ai dû un peu simplifier. Et donc, et que le décret invisibilise toute une série de tâches, parce qu'en fait, quand on travaille dans un musée, oui, il y a les tâches formelles, et après, il y a tous les à côté, les partenariats, les coups de fil, la réception de pièces au milieu de U-Square, et toutes ces petites choses qu'on ne voit pas, mais qui pourtant fondent les musées. Et donc, on le voit sur les moodboards qui ont été faits, il y a énormément d'images qui correspondent à l'ouverture. Il y a des fenêtres, si vous regardez un peu partout. Je crois que sur tous les moodboards, il y a des fenêtres, et je les ai pris au hasard, je n'ai pas choisi. Je ne suis pas à ce point-là. Et donc, un lieu d'ouverture et d'échange, évidemment, sur le patrimoine culturel. Mais donc, voilà, en tout cas, un chantier à ouvrir au niveau de ce qu'on pourrait appeler la vision et les objectifs du décret. Il y a un diagnostic aussi qui a été discuté, vous pouvez le voir au sein de la Maison de la Science et de cet incroyable escalier et de l'Aquarium de Liège. Là, à cet atelier-là, on a discuté sur tout ce qui est mutualisation et aussi, la mutualisation c'était plutôt à Charleroi, mais tout ce qui est parcours administratif et suivi administratif. Alors, dans mutualisation, et là, je ne sais pas si vous étiez à Marimont, mais ça avait été aussi discuté dans la séance menée par Hervé, qui est justement à côté de moi, sur le potentiel de la mutualisation et des synergies pour les musées et l'importance que ça a à l'heure actuelle de pouvoir créer ces ponts pour différents éléments. La notion de pôle, je pense que ce ne sera une surprise pour personne pour vous dire que les pôles n'intéressent personne, entre guillemets, parce qu'il y a un argument financier de base qui en fait est mathématique, que techniquement, si vous vous mettez à plusieurs musées ensemble, vous perdez des sous. Et donc, la logique de pôle ne rencontre aucun succès parce que la logique financière fait qu'on n'a pas envie de s'y lancer. Ensuite, le fait qu'il y ait des statuts juridiques variés, ça fait que c'est compliqué d'associer une ASBL, un musée de province, un musée communal. Et donc, c'est très compliqué de faire
ce montage juridique qui permettrait à un pôle d'exister. Il n'y a pas de procédure de retrait. Si jamais votre pôle s'effondre, que reste-t-il? Nul ne sait. Et donc, ça n'engage pas non plus à la discussion de l'ouverture d'un pôle. Et finalement, ce qui a été aussi fortement mentionné, c'est les relations interpersonnelles qui peuvent exister entre des directions de musées, se soumettre, entre guillemets, à la direction de quelqu'un d'autre n'est pas une tâche facile, sauf si c'est une commune ou autre qui prend la main là-dessus. Mais ce n'est pas parce que les pôles ne fonctionnent pas en tant qu'objet, en tant que dispositif du décret, que le fondement de ce qu'ils veulent dire ne fonctionne pas. Cette phrase était un petit peu grammaticalement bizarre. Néanmoins, ce que je veux dire, c'est que... Oui, je me suis un peu lancée dans ma phrase et j'ai bifurqué. Voilà. Elle est arrivée. Vous avez compris. Donc... Bref. Non, je ne saurais plus. Donc, le besoin de collaboration est là. De toute façon, les musées collaborent. Dire que les musées ne collaborent, vous vous connaissez dans la salle, beaucoup de gens se connaissaient aux ateliers, ça s'est vu à Marimont, tout le monde papote et tout le monde sait qui est qui, plus ou moins. Après, on ne connaît pas tout le monde, mais ça, voilà, c'est logique en soi. Mais le besoin de collaboration et de synergie, il existe. Il existe sur 4 éléments principaux qui ont été aussi discutés pas mal lors des ateliers. C'est l'optimisation matérielle. Se prêter du matériel d'exposition ou avoir des réserves communes, en fait, ça fait sens. C'est très compliqué à faire, mais néanmoins, ça fait sens de pouvoir se prêter du matériel. Et les opérateurs d'appui comme MSW ont des chantiers, ont des projets de mutualisation. D'autres projets de mutualisation existent, notamment sur le plan numérique. Et donc, sur tout ce qui est optimisation matérielle, il existe des pistes. Ensuite, ont été beaucoup discutées les intervisions et les formations. Donc, le fait que les musées peuvent travailler entre eux sur de la formation à des éléments techniques ou des éléments de gestion de projet, mais aussi des intervisions. Apprendre ce que l'autre fait, ça vous permet d'apprendre ce que vous pouvez faire aussi. Et donc c'est plutôt, ce que j'entends par intervision, c'est plutôt des échanges de bonnes pratiques entre musées, mais aussi avec l'administration. Et donc de créer des liens entre les différents acteurs par ces sessions d'intervision. Le troisième endroit où les discussions ont amené des pistes de collaboration, c'est dans les collaborations avec les universités et les hautes écoles. Pas facile des fois d'être en lien quand on a un musée avec des scientifiques qui ne voient pas très bien l'intérêt des musées, qui ne connaissent pas forcément la science citoyenne, qui sont un peu lost in translation si des musées viennent les voir, ou qui ont même un rapport un peu pédant au musée en se disant qu'ils vont pouvoir exposer leur savoir sans forcément rentrer dans un processus interactif. Et donc, travailler ensemble à des formats de collaboration avec les musées, avec les hautes écoles, les musées et les universités. Là aussi, c'est une piste de mutualisation intéressante et la communication. Ça avait été aussi exposé à Marimont, mettre en place sur l'échelle d'un territoire. Je pense que c'est Train qui avait été discuté lors de la journée de Marimont. Et à Marimont, en fait, était discuté quoi? Était discuté le fait qu'avoir un plan de communication commun, ça permet d'être plus visible et de réduire les frais. Alors, dans les mutualisations viennent quelque part les opérateurs d'appui, parce qu'il y a une large variété des opérateurs d'appui. Il y en a certains et certaines qui sont dans la salle, mais une diversité qui est peu reconnue. Les opérateurs d'appui, c'est pour l'instant une catégorie un poil fourre-tout, dans lequel certains ont des frustrations parce qu'ils se sentent un peu, soit pas complètement à leur place, soit pas reconnus dans la diversité des tâches qu'ils font. Et donc, le fait de travailler sur la diversité des opérateurs d'appui et de pouvoir avoir un besoin de spécificité entre les opérateurs d'appui qui soutiennent l'entièreté du secteur, comme MSW ou l'ICOM, qui gèrent certains fonds comme la Société archéologique de Namur ou qui soutiennent des musées très spécifiques, les Amis d'eux, ça permettrait d'avoir une clarification en tout cas et surtout une valorisation des différents rôles des opérateurs d'appui. Certains plaidant même, j'y reviendrai, de l'autre côté de la force pour une catégorisation similaire à celle des musées. Et finalement, un élément qui est revenu systématiquement aussi, c'était la synchronisation entre les mises en conformité, les créations, les musées et les opérateurs d'appui. Que tout le monde passe sous la même temporalité permettrait d'avoir des rythmes qui permettent certaines collaborations. J'ai dit que c'était interactif et j'arrête pas de parler, mais donc si à un moment donné il y a quelque chose qui vous choque, mes origines mi-italiennes, mi-liégeoises font que je parle beaucoup, mais n'hésitez jamais à m'interrompre. Je peux m'arrêter de parler, je n'ai pas l'air, mais sachez que c'est une option que je peux activer chez moi. C'est vrai.
Pardon? Pas longtemps. Si. Des fois, je me tais très longtemps. Bref. Et pas que quand je dors. Bref, assez parlé de moi. Le dernier élément qui a été discuté âprement, parce que je pense que là, en fait, c'est tel un petit goulot, comment est-ce qu'on dit? Oui, un petit goulot d'étranglement, c'est le suivi administratif trop technique. Il y en a certains qui adorent Subside parce qu'en fait, ils font ça, pouf, 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 c'est découpé, et boum, ils balancent, et hop, ils vivent leur projet muséal comme ils l'entendent, mais d'autres le vivent plutôt comme quelque chose qui n'est pas logique et qui leur demande de découper leur activité muséale, et c'est plutôt la tendance générale de dire qu'en fait, Subside, c'est quelque chose qui n'est pas fluide et qui ne permet pas de développer son projet muséal dans ses différentes dimensions. Et donc là aussi, une frustration, un besoin ou une envie d'avoir plus d'accompagnement de la part de l'administration, un peu dans une logique inspection de la culture, de pouvoir avoir des liens et de pouvoir travailler dans une relation de confiance. Il y a aussi le besoin de flexibilité dans la part des critères de reconnaissance, c'est-à-dire que certes il y a les fonctions muséales, mais au-delà des fonctions muséales se sont rajoutées toute une série de strates comme la durabilité, l'intégration des nouvelles technologies, l'inclusion, etc., qui sont beaucoup de chantiers à ouvrir en même temps. Et donc l'idée qui a été discutée dans les ateliers, et je vais aussi basculer de l'autre côté de la force de mon petit panneau par après, c'est de pouvoir se dire, il y a des fonctions qui sont centrales, mais il y en a certaines où on ne va pas pouvoir ouvrir tous les chantiers en même temps. Et donc, sur une période de 5 ans, les musées devraient pouvoir choisir de mettre la focale sur tel ou tel élément de façon à pouvoir vivre plus sereinement leur projet muséal et ne plus courir 22 lièvres à la fois. Est-ce que vous avez des questions sur mon premier côté de la force? Incroyable! Vous pouvez basculer de l'autre côté. Rôle évidemment très important à jouer, on a un rôle très important à jouer par rapport au musée, et pas plus tard qu'hier, on était au musée du cinquantenaire avec Géraldine David, mais c'est nous qui définissons avec elle les priorités, et on a décidé de prolonger l'idée que c'était d'abord la conservation du patrimoine, parce que le patrimoine qu'on a acheté il y a 100 ans, il ne valait pas grand-chose à l'époque, mais si on le dégénère et qu'on doit le remplacer, ça ne va pas. Donc, mais là, il y a un dialogue entre les directeurs de musées et les associations d'amis, puisque moi, c'est les associations d'amis. Et donc, c'est vrai qu'on arrive à faire des choses. On sait ce que fait le conservateur, on peut le conseiller, on peut être une caisse de résonance, on peut être récolter des données du public. Et voilà. Donc, on a basculé de l'autre côté de la force. L'autre côté de la force, c'est vers quoi on peut aller. Ici, vous voyez qu'on est passé plutôt dans des photos. Vous avez des photos... vous voyez, les Lego, c'est très sérieux. Ça, c'est une modélisation d'opérateurs d'appui, par exemple. C'est-à-dire que les opérateurs d'appui il y a des chevaliers qui protègent le trésor des musées et qui, après, essayent de mettre en avant les membres du secteur. Et donc, même si c'est des Lego et qu'on a tous ou pas joué avec quand on était petit, ça peut paraître simple, mais en fait, c'est infiniment complexe dans la manière dont c'est exprimé. Ça aussi, c'est une modélisation de musée. Comme ça, vous voyez un petit peu la manière dont on a travaillé, parce que c'était particulier. Et je vous parlais tout à l'heure de mes petites modélisations en plasticine accompagnées de drapeaux. Ça permet aussi de pouvoir se rendre compte du temps qui passe avec différentes tailles de boudins. Donc, dans le versant solution de l'évaluation, comment travailler sur cette notion de vision et d'objectif? L'idée qui a été discutée pendant les ateliers, c'est d'intégrer une vision en préambule du décret, c'est-à-dire d'avoir un rêve pour les musées. Un rêve à une portée très lointaine, de façon à pouvoir imaginer ensemble le futur du secteur, mais sans que ça ferme évidemment la pluralité et la diversité du secteur. Une vision doit être rassembleuse sans pour autant fermer, et donc avoir une définition qui soit inspirée de celle de l'ICOM, mais avec les particularités de la Fédération Wallonie-Bruxelles, a été une solution qui a été discutée et quelque part retenue par l'ensemble du groupe comme étant une manière de pouvoir travailler sur les suites du décret. Ça permet d'avoir des principes opérationnels qui intègrent les métiers du secteur et qui permettent de flexibiliser les critères de reconnaissance. Une fois qu'on a un cap, une direction, une fois qu'on a un cap, on peut imaginer ensemble des escales et chaque musée peut être une petite escale vers le cap. C'est là que vous vous dites que je deviens un peu chelou, mais
C'est vraiment l'idée de pouvoir avoir un cap collectif et ensuite chaque musée y participe en fonction de ses spécificités. Et surtout, le fait de pouvoir flexibiliser certains critères de reconnaissance, ça permet de faire baisser la pression au niveau des musées qui ont l'impression de devoir tout faire en même temps et de pouvoir sereinement investir dans l'un ou l'autre critère au-delà des fonctions muséales. Ça, c'est ce qui concerne la vision. Ensuite, il y a ce qui concerne la mutualisation. Donc, supprimer la catégorie de pôle ne serait qu'une forme de reconnaissance de facto de ce qui existe, vu qu'il n'y a pas de pôle. Et a priori, il n'y a personne qui a dit « Ah, dans un an, je me réjouis de déposer mon pôle ». Et donc... Il n'y a pas de pôle au sens du décret. Il n'y a pas de pôle au sens du décret. Pardon. No offense. Il n'y a pas de pôle au sens du décret, reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles comme tel. Néanmoins, il y a de nombreux pôles représentés dans la salle. Je vais vexer des gens, finalement. Donc, pour garder l'esprit de la mutualisation et de la synergie, l'idée c'est de se dire on ne va pas faire des structures parce que c'est lourd, etc. Mais c'est plutôt de favoriser les synergies par la création d'un fonds d'impulsion à la mutualisation. Ce qui coûte cher, c'est l'énergie qu'il y a dans la création de la mutualisation. Ce n'est pas une fois que la mutualisation est là et qu'entre guillemets il faut l'entretenir et la maintenir, entre guillemets le coût peut baisser un tout petit peu. Mais néanmoins, quand vous avez un projet, par exemple, vous voulez créer une réserve mutualisée, ce qui coûte cher, c'est d'aller voir tous vos partenaires, d'aller visiter des bâtiments, de faire des études, etc. Et ça coûte un pont pour éventuellement pouvoir le faire. Et donc, il faut pouvoir impulser cette démarche de mutualisation. Et donc, la création d'un fonds permettrait d'impulser la mutualisation sans pour autant créer des structures plus lourdes derrière. Ce que j'ai oublié de citer, et ce qui est aussi très important, c'est que dans la manière de travailler sur la vision, il y avait aussi l'idée de reconnaître des musées, même s'ils n'ont pas de subvention. L'idée de pouvoir reconnaître des musées sans subvention, c'est qu'ils puissent bénéficier du fonds d'impulsion à la mutualisation ou d'autres appels à projets de la Fédération Wallonie-Bruxelles, même s'ils ne reçoivent pas de subsides spécifiques. Ça a été largement discuté et débattu. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir intégrer des plus petits musées dans les chapeaux, les parapluies de musées, entre guillemets, plus importants, par le fait qu'ils puissent répondre aux appels d'un éventuel fonds à l'impulsion et à la mutualisation. Ensuite, pour les mutualiser, distinguer les différents types d'OA pour mieux les valoriser. Monsieur expliquait justement son rôle d'appui au musée du cinquantenaire, si j'ai bien retenu, et donc qui est très différent de ce que la Société archéologique de Namur peut faire et de ce que MSW ou l'ICOM ou Brussels Museum peut faire. Évidemment. Oui, pardon, c'est une question de personne. Moi, Géraldine David, qui vient d'être directrice du 50 était directrice de la Wittokiana, donc je la connais de la Wittokiana. Et finalement, c'est les relations aussi interpersonnelles qui jouent un maximum. Et l'ouverture d'esprit de tout un chacun. Et finalement, je l'avais dit aussi, harmoniser les temporalités, OA, mise en création, mise en conformité, etc., pour avoir un cycle plus fluide. Alors, last but not least, ce qui a été aussi discuté assez largement dans cette même salle, vous pouvez reconnaître le mobilier de qualité de l'ULB sur cette photo, où des étudiants ont gravé ULB, VUB dessus, bref. C'est le parcours d'accompagnement et le suivi de l'administration et tout ce qui est parcours de simplification administrative. L'idée étant, comment l'expliquer ? D'abord, d'avoir un fondement qui est un fondement de transparence, de cohérence et de collaboration. L'idée, c'est que les différentes personnes qui ont participé aux ateliers trouvaient que entre le moment où il y a le dossier de reconnaissance et le moment où il y a la suite du processus, c'est-à-dire le nouveau dossier de reconnaissance, il y avait un vide de 5 ans et eux auraient voulu avoir des contacts plus réguliers avec l'administration pour avoir un feedback, pour pouvoir poser des questions, mais surtout pouvoir montrer qu'il y a le développement d'un projet de musée qui n'est pas séquencé selon la temporalité administrative des 5 ans. L'idée, donc, c'est d'augmenter le suivi de l'administration par rapport au musée. Et vous allez me dire, OK, t'es bien gentil, mais l'administration elle est déjà
surchargé, ce qui est normal, enfin ce qui est le cas, comme dans beaucoup d'endroits, mais du coup, le suivi pourrait être fait parce qu'il y a un allègement des dossiers. Il y a un allègement de la structure administrative actuelle, avec des dossiers quinquennaux qui seraient beaucoup plus légers et beaucoup plus flexibles. Je vais y revenir dans 30 secondes. Mais l'idée, c'est aussi d'avoir, dans cette logique de suivi et d'accompagnement et de cohérence, des intervisions, c'est-à-dire, encore une fois, un échange de bonnes pratiques, des sessions qui sont organisées conjointement avec l'administration, les opérateurs d'appui, les musées qui veulent, etc., de façon à avoir un suivi régulier. Tout ça est plus détaillé dans la version écrite et on peut y revenir, mais l'idée, c'est de passer à ce type de parcours, donc d'avoir un dossier de reconnaissance initiale, qui permet à tous les musées, et là je dois prendre mes notes parce qu'on est quand même à un autre niveau de technicité, et sachez que ce dossier de reconnaissance initiale a été largement discuté et débattu sur le mur derrière vous, donc qui est aussi une forme de patrimoine que vous pouvez sentir dans la pièce. Le dossier de reconnaissance initiale serait composé de ce qui fonde un musée. Dans sa création, c'est-à-dire la collection initiale, les pièces, le caractère patrimonial, la propriété et la politique d'acquisition, l'infrastructure et les liens avec le territoire, le bâtiment, la présentation des lieux, de son écosystème, ce qui fondamentalement change très peu tous les 5 ans. La conservation, donc les activités de restauration, la gestion des réserves, le projet scientifique initial avec ses programmes de médiation et ses programmes de recherche, la stratégie de communication, une présentation des différents publics et de la diversité de ces publics, les ressources humaines associées au cadre du musée et la pluralité des compétences qui fondent le musée, et finalement ces objectifs de durabilité au regard des objectifs de développement durable de l'ONU et dans le développement de logiques de droit culturel. Une fois que vous avez fait tout ça une fois, et que vous avez votre dossier de reconnaissance initiale et que vous êtes reconnu, en catégorie A, B, C ou D, vous partez sur ce parcours qui constitue un parcours avec une logique de suivi annuel qui correspond grosso modo au rapport d'activité que vous avez pour l'instant et qui permettent de faire le suivi de vos activités de manière annuelle, mais associée à cette logique d'intervision et de relation avec l'administration. Une fois votre parcours de 5 ans terminé, vous ne remettez pas l'entièreté de votre dossier. Parce qu'en fait, votre bâtiment, il n'a pas changé, parce qu'en fait, toute une partie de votre collection, elle n'a pas changé. Et donc, la logique, c'est que tous les 5 ans, vous avez un dossier de réorientation quinquennale. C'est-à-dire où vous pouvez dire, voilà, dans les premiers 5 ans, on avait vraiment voulu mettre la focale sur, je sais pas moi, le développement durable du musée, avec tel et tel axe, et maintenant, au bout de 5 ans, on a envie d'investir un nouveau champ. On garde notre projet de musée initial, on garde notre collection, on garde nos acquis, mais on veut aller vers plus d'inclusion et donc on va travailler là-dessus dans les prochains 5 ans, blablabla. Et donc c'est un dossier qui réoriente et qui permet de ne pas redéposer les mêmes pièces et qui permet surtout d'être un outil plus flexible et plus adaptable en fonction du projet de chaque musée. Et puis boum, vous êtes reconnu et vous repartez pour ce suivi annuel et puis tous les 5 ans. L'idée étant de gagner en flexibilité et de gagner en réorientation en fonction de la vie du musée. Il y a des musées qui ont été inondés dans la vallée de la Vesdre, notamment en juillet 2021. Et forcément, ça change le projet d'un musée. Et donc, il faut pouvoir flexibiliser aussi par rapport à ce type d'événement, à un changement majeur aussi dans l'équipe qui compose le musée, etc. Et donc, ça permet cette flexibilité sans nécessairement relancer tout un dossier de reconnaissance qui peut paraître lourd à porter. Je pense que j'ai plus ou moins fini. Mais donc, je voudrais conclure en disant qu'en fait, et c'est très important, c'est loin d'être une conclusion banale, c'est que le décret répond globalement à ces objectifs parce qu'il finance toute une série d'opérateurs sur le territoire. Il permet aux musées d'exister, il permet à une diversité de musées d'exister, il permet à une diversité de médiation d'exister, il permet à énormément de choses d'exister. Mais ce dont il manque, c'est un peu d'une petite dose de flexibilité pour permettre à chaque musée de pouvoir développer son projet muséal avec les conditions qui sont les siennes, de son équipe, de son territoire. J'ai oublié de le mentionner, mais par rapport aux recherches et publications scientifiques, on a eu tout un débat, c'est pour vous montrer à quel point l'évaluation va dans le détail, mais va aussi dans la pratique. C'est que
qu'est-ce qu'une publication scientifique à l'heure actuelle? Est-ce qu'une publication scientifique, c'est forcément publié dans une revue X, Y, Z, ce qui est possible pour certaines catégories, pour certains types de musées, ce qui est moins possible pour d'autres? Est-ce que les podcasts ou d'autres types de valorisation comme vecteur de publication ne pourraient pas aussi rentrer comme des pistes de valorisation? Les liens entre ce type de publication du coup, et la médiation scientifique basculent aussi. Et donc de pouvoir flexibiliser ces critères et les ouvrir à d'autres manières de faire permettrait de mieux intégrer en fait, les objectifs actuels du décret et permettre à chaque musée de pouvoir s'épanouir en fonction de sa réalité économique, financière, de la réalité de son territoire, de la réalité de ses ambitions et de la volonté de ses équipes. Alors pour conclure et me taire, vous allez voir, ce moment merveilleux arrive dans à peu près 30 secondes. Vous allez voir, ça fait du bien. Je voudrais juste remercier toutes les personnes qui ont participé aux entretiens, donc toutes les personnes du secteur. Je l'ai déjà dit tantôt, mais c'était vraiment un plaisir et je vous assure, dans ma petite expérience de vie, ce n'est pas toujours le cas. Donc c'est enregistré en plus ce que je suis en train de dire. Mais sachez que c'était vraiment un plaisir de travailler avec vous. Comme je le disais, ce n'est pas une évaluation classique. On a été manger ensemble à midi parfois et on a pris des trains, enfin bref, on a vécu un peu autrement ces ateliers. Et donc sachez que pour moi, c'était un vrai plaisir. J'espère que c'était partagé. Je tiens aussi à remercier le comité d'accompagnement avec Jean-Gilles et Isabelle de l'Observatoire des politiques culturelles. Merci d'avoir été aussi soutenant, Isabelle a été d'une flexibilité incroyable parce qu'on a dû un peu décaler des ateliers, etc. Donc merci beaucoup, merci aux représentants de l'administration qui étaient présents, à Clémentine du cabinet, et donc un tout grand merci à tout le monde pour cette expérience de vie. Les résultats sont là aujourd'hui et maintenant ils vous appartiennent. Moi je fais le service après-vente, si vous voulez que j'aille faire des shows ou disposer mon exposition itinérante un peu partout, n'hésitez pas, elle appartient au patrimoine de la Fédération Wallonie-Bruxelles avec une modestie infinie. Et donc un tout grand merci à tout le monde.